Bonjour et bienvenue à tous. Nous poursuivons le cours de tomographie et méthode algébrique itérative et aujourd'hui nous allons parler plus précisément de la tomographie. Vous retrouverez sur la chaîne Stream les différentes vidéos du cours. Précédemment, je vous ai présenté une introduction aux différentes modalités d'imagerie médicale. Je vous propose maintenant de nous focaliser sur la façon d'obtenir l'information utile pour reconstruire les images de coupe. Le tomographe délivre un objet virtuel, image de l'objet étudié, des représentations visuelles. Ce peut être des signaux, des images, 2D, 3D, 4D, voire 5D. On utilise avantageusement les interactions entre les rayonnements physiques et la matière explorée. Souvent, on capture des coupes, c'est-à-dire une tranche du milieu exploré. Le système d'imagerie sera toujours composé d'un émetteur de rayonnement avec une source et une mise en forme du rayonnement. Il sera aussi doté d'un récepteur avec mise en forme des rayonnements captés, analyse, traitement et stockage. Enfin, il disposera d'une interface homme-machine pour visualiser l'information structurelle et ou fonctionnelle du milieu exploré. Je résumerai les différents types de tomographie en médecine sous 3 types. La tomographie de transmission, comme en tomodensitométrie, la tomographie d'émission, comme en tomographie d'émission de positons, ou bien tomographie monophotonique, et la tomographie de réflexion utilisée en tomographie par cohérence optique ou en ultrasonographie. Parmi toutes les méthodes de tomographie d'émission et de transmission, différentes méthodes de reconstruction sont possibles. Les méthodes analytiques, algébriques, itératives et statistiques. Pour les méthodes de tomographie en transmission, la source du rayonnement, externe au patient, éclaire d'un côté le patient et de l'autre côté, grâce au récepteur du scanner, on mesure l'ombre projetée. Ici, on mesure la fonction d'atténuation du rayonnement en faisant l'hypothèse que les coefficients d'atténuation sont différents en fonction des propriétés du milieu exploré. Si on suppose que le milieu d'une épaisseur donnée est découpé en plusieurs strates d'atténuation différentes, alors l'intensité mesurée dépend de l'intensité incidente réduite du terme en exponentielle représenté en magenta sur le transparent. En supposant que les phénomènes engagés sont linéaires, l'atténuation globale est la somme des coefficients d'atténuation de chaque strate. Dans le cas d'un milieu composé d'un continuum de coefficients d'atténuation, l'atténuation globale est l'intégrale du coefficient d'atténuation mu de x. Voici deux images de la hanche. L'image gauche est celle obtenue en radiologie conventionnelle. Nous pouvons voir que la résolution est très bonne. L'image de droite est issue du même milieu, mais obtenue à travers une reconstruction tomographique. Nous pouvons voir que la résolution est moins bonne et certaines parties de l'image sont floutées. Passons maintenant à la tomographie en réflexion, typiquement celle présente pour l'échographe. La source de rayonnement, dans ce cas-là, est externe au patient. Elle éclaire d'un côté le patient et du même côté, grâce au récepteur du scanner, on mesure les ondes réfléchies ou rétrodiffusées. Ici, on mesure le coefficient de réflexion ou bien une impédance, typiquement une impédance acoustique dans le cas de l'échographie. Là aussi, on fait l'hypothèse que ces coefficients sont différents en fonction des propriétés du milieu exploré. Vous trouverez ici deux nouveaux exemples. À gauche, un exemple issu de la tomographie par cohérence optique, donc c'est l'image du fond de l'œil. Et à droite, nous avons une image échocardiographique. On peut voir les différentes chambres du cœur.
Passons maintenant à la tomographie en émission. Contrairement aux deux autres types de tomographie, ici la source de rayonnement est interne au patient, après injection d'un radiopharmaceutique, ce qu'on appelle aussi un radiotraceur. Pour la tomographie en émission de positons, le radiotraceur émet des positons. Le plus utilisé est le FDG pour fluorodéoxyglucose. Alors que dans le cas de la tomographie monophotonique, le radiotraceur émet des photons gamma. Pour la tomographie par émission de positons, le rayonnement β+ engendre des effets de pair qui, lorsque le positon va entrer en collision avec un électron, vont s'annihiler et vont générer de façon diamétralement opposée deux photons gamma. Alors qu'en tomoscintigraphie monophotonique, on mesure l'activité gamma sans coïncidence. Voici deux exemples en tomographie d'émission. À gauche, la tomographie par émission de positons du corps et à droite, une imagerie du cerveau provenant de la tomographie monophotonique, ou bien ce qu'on appelle aussi la gamma caméra. Le challenge en tomographie n'est pas simple à relever que cela. En effet, on éclaire un objet semi-transparent et on souhaite se servir des ombres pour reconstruire l'objet initial. Toutefois, qu'est-ce qui nous garantit que nous avons une chance d'y arriver? Venons-en maintenant à la problématique de la tomographie par transmission et plus particulièrement sur le problème de la reconstruction. Comme le montrent les différents exemples ci-dessous, pour deux milieux explorés différents, les projections, c'est-à-dire les ondes, sont identiques à un facteur d'échelle près. En mathématiques, on dit qu'on a affaire à un problème mal posé conduisant à une solution non unique. Parfois, en raison de la présence d'un bruit, il ne peut y avoir que des solutions approchées, voire des solutions instables, notamment avec les méthodes algébriques. À titre d'illustration, voici un exemple de projection. Revenons donc aux exemples précédents que j'ai simplifiés à l'extrême. À gauche, j'ai représenté une tranche du milieu avec 4 structures en rose qui ressortent du fond ambiant. Considérons deux projections, l'une à 0 degré et l'autre à 90 degrés. Les projections correspondent à la somme dans le cas discret et à une intégrale dans le cas continu des valeurs d'atténuation pour chacun des rayons représentés par des lignes pour la projection à 0 degré et des colonnes pour la projection à 90 degrés. Le résultat de chacune des projections constitue les lignes du sinogramme représenté en bas à gauche. À droite, bien que la coupe du milieu soit différente, nous obtenons le même sinogramme. En tomographie, nous ne disposons que des sinogrammes pour reconstruire la coupe. À partir des valeurs du sinogramme, par exemple en prenant la deuxième valeur en partant de la gauche, la valeur indiquée en magenta, le 2 représenté, la rétroprojection consiste à répartir de façon équitable la valeur 2 dans les 5 cellules composant la colonne correspondante. Comme il y a 5 cellules, la valeur 2 est divisée par 5, donc on répartit la valeur 0,2 dans chacune des cellules. La même opération est répétée pour toutes les valeurs du sinogramme. Dans notre exemple, nous constatons que nous obtenons les mêmes coupes reconstruites. On voit apparaître un flou représenté par les cellules en marron. En fait, ce flou correspond à la somme des artefacts en étoile, comme indiqué en rose à droite. C'est ce qui conduit à l'indétermination. Un scientifique de l'imagerie va donc chercher à s'affranchir du flou et les artefacts en étoile, tout en garantissant un nombre minimum de projections imposées au patient. Je rappelle que le nombre de doses correspond à une certaine irradiation. Il faut donc essayer de minimiser cette dose transmise. Passons maintenant aux méthodes par reconstruction analytique. À partir de différentes projections obtenues en tournant autour de l'objet, il est possible, si l'objet est transparent, donc il suffit de choisir les bonnes longueurs d'onde pour le rendre transparent, d'obtenir des informations sur le contenu de l'objet. On calcule alors la fonction de projection P en fonction de l'angle θ et des valeurs sur l'axe U.
La projection est l'intégrale le long de l'axe V de l'objet défini par la fonction f de xy, la fonction d'atténuation par exemple en tomodensitométrie. On passe alors d'un repère cartésien xy à celui d'un repère uv par le système matriciel indiqué en bas à droite. La transformation qui permet de passer de la fonction f de xy à la fonction p de θ de u est la transformée de Radon. Cette transformée a été proposée par Johann Radon en 1917. Soit à gauche la fonction f de xy représentant l'objet plan dans la coupe. La projection sur l'axe U est indiquée à gauche par le segment vert, rouge et bleu correspondant aux projections des différents cercles et carrés. Le profil de la projection P de θ de U est indiqué en haut à droite. Nous voyons une fonction rectangle en vert et deux fonctions triangulaires traduisant le cercle. Cette projection constitue une ligne du sinogramme correspondant à l'angle de 45 degrés. Si nous faisons ceci pour toutes les valeurs d'angle, alors nous obtenons le sinogramme complet de la coupe précédente. Il est représenté pour U allant de 0 à 100 échantillons et de 0 à 180 degrés vers le bas. Cette représentation est typique des sinogrammes. Comme indiqué précédemment, pour une valeur fixée de l'angle θ, ici 45 degrés, chaque valeur de P, pour une valeur de U fixée, est répartie de façon équitable le long de l'axe V. On rétroprojette. Ici, on retrouve bien trois bandes orientées à 45 degrés, une bande verte correspondant à l'objet carré, une bande bleue correspondant au disque bleu et une bande rouge correspondant au disque rouge. En considérant 4, 20, 100 et 180 projections, comme indiqué à gauche, on remarque la présence d'artefacts en étoile. Ceux-ci disparaissent au fur et à mesure du nombre de projections proposées. On notera une image avec un léger flou pour 100 et une image qui se rapproche de l'objet initial lorsqu'on a 180 projections. Dans ce cas-là, on aura un pas de 1 degré. Notez qu'en présence d'atténuation, deux projections opposées sont identiques et la rotation peut se limiter à un domaine couvrant seulement 180 degrés. Pour étudier les structures plus profondes qui renforcent l'atténuation, il est nécessaire de l'étendre à 360 degrés. La transformée de Radon permet de construire le sinogramme, c'est-à-dire la concaténation de toutes les projections, de toutes les ondes. Nous avons vu que la rétroprojection conduisait à l'obtention d'une image quasiment identique à la coupe initiale. Toutefois, la coupe n'est pas obtenue à partir de la transformée inverse de Radon, car cette dernière n'existe pas. Nous avons procédé de façon itérative pour chacune des lignes du sinogramme. Quoi qu'il en soit, connaissez-vous au moins une transformée qui possède un inverse? Et si oui, est-il possible d'en prendre avantage pour le processus de construction ou bien de reconstruction? La transformée la plus connue qui possède une transformation inverse est la transformée de Fourier, et ceci quelle qu'en soit la dimension. En violet, j'ai reporté la transformée de Fourier 1D, en cyan la transformée de Fourier 2D. En haut, nous voyons que la transformée de Fourier inverse appliquée sur un objet fréquentiel, mu étant la fréquence, est égale à la transformée de Fourier inverse de la transformée de Fourier appliquée à l'objet monodimensionnel f de x, et ceci donne donc f de x. La transformée de Fourier spatiale bidimensionnelle est représentée donc en magenta, et si on applique la transformée inverse, on obtient l'objet initial f de xy. Avant de voir comment on peut utiliser la transformée de Fourier dans le processus de construction ou bien de reconstruction de l'image de la coupe, prenons quelques exemples afin de bien fixer les idées. La transformée de Fourier 1D fait apparaître deux cadrans, les fréquences positives et les fréquences négatives.
En 2D, nous voyons apparaître 4 cadrans. À gauche, la transformée de Fourier 2D d'une image dont le niveau de gris est uniforme, c'est l'équivalent d'une composante continue bidimensionnelle, est concentrée dans le spectre fréquentiel bidimensionnel en vert par un point à la fréquence nulle, la fréquence spatiale μx et μy égale à 0. Il n'y a pas de variation dans l'image spatiale représentée en rose. Il n'y a donc pas d'énergie pour des fréquences autres que celles égales à 0. En bas à gauche, l'image spatiale fait exclusivement apparaître une variation suivant l'axe Y. On voit donc deux points fréquentiels sur l'axe de fréquence nu Y, représenté en magenta sur la représentation verte. En bas à droite, on dispose d'une image possédant maintenant des variations exclusivement suivant l'axe spatial X. On voit donc apparaître deux points spectraux sur l'axe nu X, la fréquence positive et la fréquence négative. Enfin, en haut à droite, une image avec un quadrillage qui est une combinaison des images lignes et colonnes. Nous voyons donc apparaître 4 points spectraux positionnés à la combinaison des fréquences nux et nuy associées. Notons que l'image spatiale de colonne en bas à droite correspond à une rotation de 90 degrés de l'image ligne en bas à gauche. Nous voyons qu'il en est de même des images spectrales. Il semble donc, de prime abord, que la transformée de Fourier conserve les rotations du domaine initial au domaine dual. Est-ce une propriété intrinsèque de la transformée de Fourier? Pour ce faire, considérons l'image à gauche ayant subi une rotation θ. Au regard de l'observation précédente, nous conjecturons que le spectre G d'une image spatiale petit g ayant subi une rotation est égal au spectre F ayant subi la même rotation. Pour le démontrer, je vais utiliser un formalisme avec des vecteurs. Donc nous allons démontrer que la transformée de Fourier est invariante par rotation. Je vais donc considérer une approche avec des vecteurs. Posons le vecteur n comme étant le vecteur ayant une composante x, y, soit la transformée de Fourier g de n égale à grand G de k, en introduisant la définition de la transformée de Fourier avec les vecteurs, et à droite, nous voyons la définition sans les vecteurs. On a vu que la rotation permet de transformer un point x, y en un point x', y'. On peut donc passer aussi du point y', x' au point x, y. La transformée de Fourier de la fonction g au point x', y' correspond au vecteur u égale à a fois n. La transformée de Fourier est modifiée par le changement de variable. N devient u avec u égale a de n. Pour réaliser ce changement de variable, on fait intervenir le jacobien et notamment le déterminant du jacobien. La définition du jacobien est indiquée ci-après. Donc on voit que ce sont des dérivées partielles de la fonction x' au regard des composantes x et y. Idem pour y'. Posons k' égale la matrice A fois k dans l'expression de la transformée de Fourier. On voit alors le point fréquentiel nu' de x et nu' de y à partir du point fréquentiel nu x et nu y par rotation. Au final, la transformée de Fourier d'un objet ayant subi une rotation via la matrice A est égale au spectre de l'objet sans rotation qui vient de subir une rotation A. C'est ce qui est indiqué en magenta. Voici un exemple. Si on extrait du spectre 2D une ligne à 45 degrés, alors l'objet spatial reconstruit sera obtenu avec une angulation de 45 degrés. Par contre, la transformée inverse du spectre à 45 degrés sera reportée de façon uniforme avec une direction à 45 degrés. Un angle à lui seul ne permet pas de reconstruire l'objet en totalité. Sur l'exemple d'après, nous voyons à gauche une coupe d'un objet étudié, au milieu son spectre 2D,
à droite un masque fréquentiel à 45 degrés à partir duquel on va extraire une ligne à 45 degrés du spectre. En bas, à gauche, nous voyons la transformée bidimensionnelle inverse du spectre filtré via le masque. On voit bien que la transformée inverse de la ligne à 45 degrés est reproduite dans la direction à 45 degrés. Idem pour un angle à 135 degrés. Passons maintenant à quelques simulations sous Octave et MATLAB. Sur ce transparent, nous voyons à gauche le code Octave ou MATLAB que vous pouvez utiliser pour construire une image composée que de colonnes. C'est une image qui représente finalement une onde plane sinusoïdale gelée. Les variations ici sont suivantes. L'axe X. L'image spectrale est donc donnée via la fonction FFT qui est donc la transformée de Fourier rapide 2D. On observe bien deux points qui apparaissent sur l'axe X. Ils correspondent donc à deux Dirac. En bas à droite, j'ai extrait la ligne du milieu de l'image spatiale. On voit donc un signal sinusoïdal. Et pour le spectre, j'ai pris la ligne centrale et on voit bien apparaître deux pics correspondant aux fréquences spatiales de bits. Nous pouvons complexifier le milieu, cette fois-ci considérer une interaction entre des ondes sinusoïdales se propageant suivant l'axe X et suivant l'axe Y. Nous obtenons donc un diagramme d'interférence représenté par cette espèce de représentation en damier. On voit apparaître cette fois-ci 4 pics correspondant aux fréquences spatiales de la direction X et de la direction Y. En prenant une ligne bien choisie de l'image spatiale, nous voyons un signal sinusoïdal. Et en prenant la ligne correspondante aux fréquences interférences, nous voyons apparaître les deux pics. Nous pouvons utiliser aussi le code suivant en vue de réaliser une vidéo. Passons maintenant au filtrage fréquentiel 2D. Considérons ici la fonction de transfert du filtre rampe, par exemple. En bas à droite, nous voyons la fonction de transfert du filtre rampe 1D ainsi que sa réponse impulsionnelle. En haut, nous voyons la fonction de transfert et la réponse impulsionnelle bidimensionnelle. À gauche, le code permet de réaliser cette simulation. Vous pouvez refaire ce travail-là en considérant d'autres types de filtres, comme les filtres de Bartlett, Blackman, Chebyshev, Hamming, etc., etc. Ce travail pourra être poursuivi pendant la séance non tutorée. Nous avons maintenant tous les éléments pour établir le théorème le plus connu en tomographie, qui est le théorème de la coupe centrale. Comme dans tout problème de tomographie, on part du sinogramme, c'est-à-dire de la fonction P de θ de U, obtenue par transformée de Radon, c'est-à-dire l'intégrale selon l'axe V des variations d'atténuation pour un angle fixé et pour une position U donnée. Le sinogramme est donc une fonction de U obtenue pour une valeur fixée de θ. C'est donc une fonction monodimensionnelle suivant l'axe U. La transformée de Fourier 1D du sinogramme 1D opérant sur U est une fonction fréquentielle spatiale 1D dépendant de la fréquence nu, comme indiqué pour l'expression en marron. Si on remplace le sinogramme P de θ de U par sa définition dans la relation marron, nous obtenons la relation en bleu. En effectuant le changement de variable U égale x cosinus θ plus y sinus θ, et en posant nu x égale nu cosinus θ et nu y égale ρ sinus θ, alors on obtient la relation en magenta, qui fait apparaître la transformée de Fourier bidimensionnelle de f de xy. Nous venons finalement de montrer que la transformée de Fourier 1D de la projection P de θ de U est égale
à la transformée de Fourier bidimensionnelle de la coupe f de xy recherchée. La transformée de Fourier d'une projection correspond à une ligne de la transformée de Fourier de l'image qui passe par l'origine et fait un angle θ avec l'axe des abscisses. P de θ de mu est égal à f de nu x, nu y. On peut donc reconstruire l'image initiale f de xy à partir de la transformée de Fourier inverse de D du spectre du sinogramme. La transformée monodimensionnelle d'une projection par rapport à U est égale à la transformée bidimensionnelle de la distribution à reconstruire. P de θ de nu est égal à f de nu x, nu y, qui est donc égal à la transformée de Fourier de P de θ de U, suivant U, et donc égal à la transformée de Fourier bidimensionnelle de f de xy. Il est donc possible de reconstruire f de xy à partir de P de θ de nu. F de xy est donc égal à la transformée de Fourier inverse bidimensionnelle opérant sur P de θ de nu, ou bien transformée de Fourier bidimensionnelle inverse opérant sur f de nu x, nu y. Voici sur ce transparent une vue imagée du théorème de la coupe centrale. À partir de 36 rotations, c'est-à-dire avec un angle ou un pas angulaire de 5 degrés, nous obtenons le sinogramme comme indiqué à gauche. Ensuite, on prend la transformée de Fourier de chacune des lignes composant le sinogramme, qui représente donc les différents angles considérés. Ensuite, nous allons construire le spectre bidimensionnel en extrayant du sinogramme pour une valeur d'angle la ligne correspondante et en la positionnant avec la bonne rotation dans le plan bidimensionnel. En faisant ceci pour toutes les lignes du spectre du sinogramme, nous constituons une représentation bidimensionnelle spatio-fréquentielle qui correspond en réalité à la transformée de Fourier bidimensionnelle de l'objet initial, c'est-à-dire la coupe. Si nous prenons maintenant la transformée de Fourier inverse bidimensionnelle, eh bien, nous obtenons, comme indiqué à droite, la reconstruction de la coupe. Ici, comme nous avons choisi que 36 pas angulaires, eh bien, nous obtenons une image avec quelques défauts, quelques artefacts en étoile. Nous pouvons considérer un autre exemple. Sur cette figure, nous voyons en haut à gauche une coupe 2D extraite d'un objet tridimensionnel où l'on voit un carré avec deux petits carrés. Au milieu, nous voyons le spectre bidimensionnel de la coupe et à droite, nous voyons le masque des deux angles considérés. À partir de la démarche précédente, nous pouvons reconstruire l'image rétroprojetée. Nous voyons apparaître les artefacts en étoile. Au milieu, en bas à droite, nous voyons finalement le spectre bidimensionnel multiplié par le masque, et à droite, nous voyons le sinogramme composé simplement de deux lignes, celle à 0 degré, celle à 90 degrés. Si maintenant on considère 4 pas angulaires de 45 degrés, nous obtenons un objet reconstruit avec de nouveau des artefacts en étoile. Idem pour 9 rayons finalement. Nous voyons au fur et à mesure que nous augmentons n que l'objet reconstruit se rapproche de l'objet initial. Idem pour pas angulaire. Et lorsque nous arrivons à 180 pas angulaires, nous voyons une image reconstruite très similaire à l'image de coupe initiale. Si maintenant nous considérons une image réelle, nous voyons pour un nombre limité à 20 pas angulaires, une image reconstruite faisant apparaître des artefacts en étoile. En gros, nous pouvons dire que le nombre de projections étant limité dans le domaine fréquentiel, le remplissage du plan fréquentiel n'est donc pas parfait, il y a donc des vides. Ces vides, finalement, vont créer ces artefacts en étoile. Il faut donc, pour éviter ces vides, les lisser en utilisant une fonction d'interpolation, par exemple en utilisant les plus proches voisins. Toutes les méthodes que nous venons de présenter sont en réalité des méthodes calculées numériquement.
J'ai donc représenté ici les transformés de Fourier directs et inverses de fonctions discrètes. Ces opérations sont quand même très coûteuses en temps de calcul et un soin particulier doit être apporté à la numérisation en prenant en compte le théorème de Shannon et l'utilisation de filtres anti-repliement. Passons maintenant à la deuxième méthode la plus connue qui est la rétroprojection filtrée. Le point de départ est la définition de la coupe f de xy obtenue par la transformée de Fourier 2D inverse. Cette fois-ci, si on pose nu x égale nu cosinus θ et nu y égale nu sinus θ, et en posant nu x fois x et plus nu y fois y égale à nu fois u, on obtient une autre forme. En posant f de nu θ égale à p de θ de nu et en étendant les bornes d'intégration, on voit apparaître en vert la définition de la transformée de Fourier 1D du sinogramme. On regroupe les termes marron à travers la fonction HU-V. Sur cette slide, nous voyons apparaître en cyan la définition du produit de convolution. La fonction h de u est donc la réponse impulsionnelle du filtre. La fonction de transfert du filtre est la fonction rampe représentée en magenta par la valeur absolue de nu. De rétroprojection filtrée est la plus répandue en raison de son traitement 1D. Elle consiste à filtrer temporellement ou fréquentiellement la projection à rétroprojeter. Toutefois, elle ne permet pas de prendre en compte les phénomènes d'atténuation, de diffusion et de réfraction. On verra que ce sont les méthodes algébriques qui permettront de résoudre en partie ce problème. En résumé, l'algorithme de la rétroprojection filtrée est très simple. Nous voyons à gauche, donc, on part de la coupe. Cette coupe-là, finalement, conduit au sinogramme représenté par la fonction p de θ de u. C'est en fait cette fonction-là qui est le vrai point de départ. Ensuite, on prend la transformée de Fourier de cette projection. On multiplie finalement cette transformée de Fourier par le filtre rampe représenté par le module de nu. Et ensuite, on fait la transformée inverse. On peut opérer de la même façon. On part toujours de la projection P de θ de u. On convolue cette projection par un filtre qui est représenté par la réponse impulsionnelle H de u. Et ensuite, on rétroprojette. Ici, sur cette slide, nous voyons les différents traitements dans le cas d'opérations discrètes, donc notamment la transformée de Fourier discrète en 1D. Ici, le calcul de la rétroprojection peut être effectué pour chaque projection acquise. On ajoute chaque rétroprojection au fur et à mesure et on peut construire et obtenir le résultat au fur et à mesure de la reconstruction. Revenons-en aux différents types de filtres. J'ai reporté ici la réponse impulsionnelle 1D du filtre rampe. Nous voyons en bas à gauche la réponse impulsionnelle associée et à droite nous voyons la fonction de transfert. Le filtre rampe, c'est donc un filtre qui ressemble à une sorte de morceau triangulaire d'un spectre. La fonction de transfert nous informe qu'on amplifie les hautes fréquences, ce qui veut dire qu'en présence de bruit, eh bien, ce filtre-là ne va pas être intéressant. Il va falloir donc atténuer les hautes fréquences, par exemple en utilisant en complément un filtre de Hahn, de Hanning, comme indiqué sous transparent d'après. Nous voyons en bas à droite la fonction de transfert qui est maintenant atténuée aux fréquences plus hautes. À gauche est indiquée la réponse impulsionnelle associée. Sur le transparent suivant, nous voyons à gauche l'image du fantôme avec du bruit. Au milieu, on voit la coupe reconstruite avec un filtre rampe. Et à droite, nous voyons l'image reconstruite avec un filtre rampe plus le filtre de Hahn. Nous voyons que c'est reconstruction qui est la meilleure. Sur le transparent d'après, vous pourrez utiliser le code pour pouvoir reconstruire les images. Passons maintenant à un exemple pour montrer l'impact du filtre rampe. Donc indiqué en haut à gauche, nous voyons
Une coupe représentée par les valeurs sous la forme d'une espèce d'étoile avec les valeurs 0, 1, 0, 1, 2, 1, 0, 1, 0. Nous obtenons les différentes projections pour constituer le sinogramme, donc avec les valeurs 1, 4, 1 et 1, 4, 1. Si on réalise la rétroprojection directe, c'est-à-dire en prenant chacune des valeurs et en les répartissant de façon équitable dans chacune des cellules, nous obtenons l'image en haut à droite. Si maintenant nous appliquons le filtre rampe, nous obtenons une image qui se rapproche un peu plus de l'image initiale à un coefficient d'amplitude près. Il est donc nécessaire d'introduire à un moment donné le filtre rampe qu'on pourra effectivement compenser par l'introduction de filtres de Hamming et de Hahn. Finalement, si on dresse un petit peu le bilan, nous avons vu en gros deux méthodes analytiques, une issue de la coupe centrale, à laquelle on peut ajouter, si on veut, un filtrage. Celle-ci stipule qu'on peut reconstruire l'image, donc à la coupe, à partir d'une transformée 1D sur la projection, et ensuite on opère une transformée bidimensionnelle inverse 2D. On peut obtenir une rétroprojection filtrée simplement à partir de la projection, réaliser une convolution avec un filtre adapté. Je vous propose maintenant de passer à des activités MATLAB et Octave. Les différentes missions que nous allons réaliser pour finir la séance et pour réaliser la séance non tutorée est indiquée ici. La première chose que je vous demande de faire, c'est de réaliser un fantôme qui pourrait être similaire à celui indiqué à gauche. L'idée, c'est de faire apparaître des petits points ou des disques de tailles différentes de façon à montrer l'impact que pourrait avoir un filtre lissant sur la résolution et en même temps sur le contraste. Je vous propose aussi d'utiliser toutes les fonctions de la boîte à outils MATLAB ou Octave, faisant introduire la fonction radon, iradon, la construction de faisceaux en éventail, et donc vous avez les fonctions ifan-beam, fantôme, fan to para, etc., etc. Vous avez les liens en cliquant sur le fichier PDF, les liens directement sur la version des boîtes à outils sous MATLAB. Je vous demande donc, à partir de ces différentes fonctions et du fantôme, de regarder quelle est l'influence du nombre de coupes sur la reconstruction, avec et sans bruit. Et puis, je vous demande aussi de regarder l'impact des différents types de filtres que nous avons vus dans les différentes reconstructions. Enfin, le dernier transparent vous propose des lectures complémentaires, ou en tout cas indique les cours sur lesquels je me suis inspiré pour réaliser cette vidéo.